Je me sens bretonne, française, européenne, citoyenne du monde. Et tout ça peut cohabiter de manière tout à fait harmonieuse. Enquête du patrimoine. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de notre podcast de Rubricaine Easter Braze, Enquête du patrimoine. Le podcast y parle de celles et ceux qui valorisent le patrimoine en Bretagne. Je suis Marie Mouchou et avec Axel Jorin, nous poursuivons cette série d'épisodes sur l'édition et notamment sur ceux en lien avec l'histoire et le patrimoine breton. Pour cet épisode, nous recevons une enseignante chercheuse de l'Université de Rennes 2, Eva Guyorel. Bonjour Eva. Bonjour. Eva Guyorel, vous êtes maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université de Rennes 2, mais aussi directrice adjointe de l'unité de recherche Tempora et chercheuse associée au Centre de recherche bretonne celtique. Vous avez aussi publié plusieurs ouvrages comme La complainte et la plainte, chansons, justice, culture en Bretagne en 2010 à la suite de votre thèse. Donc pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et comment vous êtes devenue enseignante chercheuse ? J'ai commencé mes études en région parisienne avant d'arriver en Bretagne pour ce qu'on appelait la licence à l'époque, donc la 3e année, en double cursus en histoire et au département de breton celtique. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise d'histoire, un DEA d'histoire, donc l'équivalent du Master 2 aujourd'hui. En parallèle, j'ai fait aussi une maîtrise de breton. J'ai passé l'agrégation d'histoire et ensuite j'ai fait une thèse de doctorat en histoire moderne. Donc en essayant de faire le lien entre mes différents intérêts, c'est-à-dire l'histoire, la langue bretonne, l'ethnologie et la musique. Vous avez fait donc une thèse. Est-ce que pour nos auditeurs et auditrices, vous pourriez nous expliquer comment se passe une thèse ? La première chose à voir pour une thèse, c'est la question du financement. Et donc, sur ma génération, il y a à peu près 20 ans, on poussait les étudiants à préparer d'abord les concours de l'enseignement du secondaire, surtout l'agrégation, ce qui permettait d'avoir un salaire de fonctionnaire et éventuellement, à partir de là, on faisait une demande de bourse de thèse. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de thèse financée par la région Bretagne, ce qui m'a permis d'avoir pendant 3 ans une mise en disponibilité de l'éducation nationale pour pouvoir faire ma thèse. Et ensuite, j'ai eu 3 ans de post-doctorat à l'étranger, donc en fait pendant 6 ans j'ai été tranquille. Et donc la première chose aussi c'est de réfléchir à un sujet bien sûr, à réfléchir à des sources et finalement comme un master mais en plus gros et en plus solitaire parce qu'on est tout seul aux archives. Moi sur ma promotion j'étais la seule à continuer en thèse en tout cas en histoire moderne parmi les camarades que je connaissais, donc là on se retrouve quand même très seul. Donc il faut une grosse autonomie de travail et puis en même temps c'est absolument passionnant, donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps aux archives et puis ça passe très vite, 3 ans. Alors moi j'ai fait une thèse en 3 ans, ce qui est un petit peu inhabituel, souvent c'est plutôt 4 ans, 5 ans, voire 6 ans, mais voilà, je souhaitais la faire assez rapidement. À la fin de la thèse, la soutenance, voilà le moment où un jury, il y avait 6 personnes dans mon jury avec des chercheurs français et internationaux, valide le travail. Et après, on a l'impression qu'on a terminé, mais c'est finalement là que les choses les plus difficiles commencent, parce qu'il faut trouver à s'insérer dans le monde du travail et de l'université. Et donc, quel était votre sujet de thèse en fait ? J'ai travaillé pour mon sujet de thèse sur la confrontation méthodologique entre des sources écrites et des sources orales, puisque moi c'est ce qui m'intéresse beaucoup, le patrimoine oral, c'est-à-dire comment on peut utiliser des sources issues des traditions orales, donc les chansons recueillies à partir du 19e siècle de personnes qui connaissaient ces grandes chansons de leur famille par transmission orale, des chansons en langue bretonne, puisqu'il y a tout un répertoire très riche de grandes chansons historiques qui racontent des faits divers sur l'histoire de la Bretagne depuis le XVIe siècle, souvent entre le XVIe et le XVIIIe siècle, et ce sont des histoires tragiques. Donc j'ai confronté ces histoires avec des procès criminels qui parlent, alors pas forcément exactement des mêmes histoires, mais du même contexte, c'est-à-dire finalement la vie quotidienne en Bretagne, puisqu'à travers les faits divers, que ça soit à travers les procès ou les chansons, on a des informations sur qui sont les gens, comment ils mangent, quelles sont leurs croyances, quelles sont leurs activités de travail. Donc finalement, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment la confrontation de sources de nature différente, des sources
écrites émanant des autorités de l'État, finalement, puisqu'on met par écrit la parole de témoin, donc on la transforme dans un langage assez codifié de l'écrit. Comment on pouvait comparer ça avec une autre parole, qui est la parole orale transmise dans les familles. Et finalement, on a deux visions d'une même réalité, qui est la vie, la société dans la Bretagne d'Ancien Régime. Je dis souvent, c'est un petit peu comme le repas de famille, où on demande le lendemain aux petits-fils et à la grand-mère s'ils ont aimé leur repas, et l'un a adoré et l'autre a détesté. Ils vont vous raconter deux fois la même histoire. C'est la même réalité, mais vue par deux regards différents. C'est un petit peu ça aussi. C'est la même réalité sur l'histoire de la Bretagne d'Ancien Régime, mais vue par deux regards différents. D'accord, très bien, très intéressant. Donc dans vos recherches, vous vous intéressez au patrimoine oral. Est-ce que c'est une thématique qui est souvent traitée en Bretagne ? Il faut peut-être préciser que j'ai fait une troisième formation, en fait, dont je n'ai pas encore parlé. J'ai fait aussi un master d'ethnologie à l'université de Brest. Et donc, la question de l'enquête orale, du terrain et du patrimoine oral a toujours été au cœur de ma réflexion. On a la chance en Bretagne d'avoir une tradition assez ancienne d'intérêt pour ce patrimoine oral. C'est même en Bretagne, au début du 19e siècle, qu'ont été publiées les premières collectes, les premiers ouvrages avec des chansons et puis des contes et des légendes. Donc, il y a un riche héritage, et des historiens et des ethnologues au XXe siècle aussi ont développé ces recherches. Donc par rapport à d'autres régions, on a à la fois un corpus de sources qui est très très riche, qui est encore aussi très vivant aujourd'hui. Il y a toujours des gens qui continuent à pratiquer, à interpréter ce patrimoine oral, et puis on a un corpus d'études aussi qui était riche. Et moi j'ai eu la chance, quand je suis arrivée à Rennes, de suivre les enseignements d'Alain Croix, qui était professeur en histoire moderne, et également très intéressé par cette question du patrimoine. Ça m'a permis d'imaginer que c'était possible d'allier finalement l'histoire et le patrimoine, ce qui n'était pas forcément évident dans ma tête avant, et donc l'histoire et le patrimoine oral en particulier. Donc oui, en Bretagne, on a une tradition forte et puis qui se renforce, parce que c'est un petit peu, quand il y a déjà du monde, ça attire d'autres personnes pour faire ces recherches. Et puis aussi, on a une conscience de ce que c'est ce patrimoine oral, et que c'est quelque chose de riche. Alors depuis votre thèse, vous avez largement poursuivi vos recherches depuis. Comment ça se passe une carrière en recherche en histoire à l'université ? La carrière, je pense, c'est une suite d'opportunités non calculées du tout au départ, puisqu'avec le sujet de recherche que j'ai développé, c'était quand même un sujet très atypique, à cheval sur plusieurs disciplines. Donc ce n'était pas forcément, entre guillemets, un choix stratégique. Si je voulais avoir un poste, mais moi j'étais loin de réfléchir à une logique de carrière et de poste quand j'ai fait ces recherches. J'ai eu l'opportunité, après ma thèse, de partir d'abord un an aux États-Unis, à l'université Harvard, pour faire un post-doctorat en études celtiques. Ensuite, j'ai pu faire pendant presque 2 ans un autre post-doctorat à l'université Laval au Québec, où j'ai travaillé donc sur des sujets complètement différents de ma thèse. Et ensuite, en même temps, j'ai cherché un travail. Alors comme j'étais agrégée, j'aurais pu retourner dans le secondaire, donc j'avais quand même cette garantie qui enlève beaucoup de stress, d'avoir un emploi, mais comme tous les enseignants, je n'étais pas rattachée à l'Académie de Bretagne, en tout cas au début, dans les concours publics, donc j'étais rattachée à l'Académie de Lille, où finalement je n'ai jamais enseigné, parce que donc, j'ai fait des campagnes de recrutement. Il y a des postes qui s'ouvrent dans les universités. Donc ma première campagne, quand j'étais aux États-Unis, il y avait 6 postes qui se sont ouverts en histoire moderne. J'ai envoyé 6 candidatures, j'ai eu 0 audition. Donc là, c'est le moment où on réalise que c'est très difficile. Et puis, la deuxième année, j'ai été auditionnée et recrutée à l'université de Caen, en Normandie. Et donc, voilà, les hasards de la vie m'ont emmené en Normandie. Et en fait, très rapidement, au moment même où j'avais mon poste, j'avais aussi postulé pour une Junior Research Fellowship, donc c'est des bourses pour jeunes chercheurs en Angleterre, que j'ai obtenues. Et donc, j'ai fait 1 an à Caen et je suis partie aussitôt pendant 1 an à Oxford, où donc j'ai fait un autre projet de recherche et ensuite je suis revenue en Normandie.
J'ai passé 9 ans en Normandie et ensuite un poste s'est ouvert à Rennes et donc j'ai postulé, j'ai été prise sur le poste de Rennes. Mais tous ces enchaînements, moi je n'avais aucune intention même de faire un échange Erasmus ou quoi que ce soit, c'est vraiment les hasards de la vie. Et c'est aussi beaucoup les réseaux, on n'en a pas tellement parlé dans le travail de recherche, de thèse, mais voilà, la thèse c'est travailler aux archives, c'est écrire des articles, c'est présenter ses recherches dans des colloques et donc c'est créer des réseaux de chercheurs. Et donc, par exemple, quand je suis partie en Angleterre, je n'avais pas du tout l'intention de partir en Angleterre, mais c'est un chercheur qui m'avait rencontré dans des colloques, qui trouvait que mon profil était intéressant et qui m'a invité à candidater à cette bourse que j'ai obtenue. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est souvent les hasards de la vie, finalement, qui nous conduisent à aller à des endroits et sur des sujets aussi de recherche auxquels on n'a pas forcément pensé. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur la question des révoltes. Ce n'était pas du tout mon sujet, mais quand je suis arrivée à l'université de Caen, il y avait un programme de recherche collective qui se développait là-dessus, donc que j'ai intégré et donc je me suis mis à travailler sur ces questions-là. Alors pour continuer sur vos recherches, votre dernier ouvrage publié en 2022 s'intitule « Chansons du cousinage Normandie-Amérique du Nord ». Ce titre, il nous a un petit peu intrigués. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces nouvelles recherches que vous avez publiées dans cet ouvrage ? Depuis pas mal de temps, je me suis intéressée à l'Amérique francophone. D'abord par le biais des chansons en langue bretonne en fait, qui étaient dans ma thèse. Je voulais comparer le répertoire en breton et en français. Et donc je me suis intéressée au répertoire du côté francophone de la Bretagne galaise, mais aussi ça nous amène à nous intéresser à toutes les circulations de ce patrimoine oral dans l'ensemble de la francophonie, puisque ces chansons elles circulent dans d'autres régions de France, mais aussi en Amérique du Nord, et partout où des Français se sont installés. Ça peut être les Antilles, ça peut être l'île de la Réunion, mais quand même en Amérique du Nord il y a beaucoup de francophones. Et donc à partir de là, c'est un sujet de recherche qui m'a intéressée. Et quand je suis arrivée en Normandie, j'ai beaucoup travaillé avec les associations locales. Alors en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur de faire, c'est-à-dire essayer de sortir le savoir universitaire de l'université. C'est bien qu'il y soit, mais c'est bien aussi qu'il soit à l'extérieur. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse au moins autant, voire plus. Et donc, notamment, toutes les associations qui travaillent autour du patrimoine oral. Donc en Bretagne, on a l'association d'Astume, par exemple, qui est très, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et donc en Normandie, je me suis tournée vers la même association, l'équivalent, qui est l'association Lalour. Cette association était aussi intéressée par les relations avec l'Amérique du Nord, notamment parce que beaucoup de Normands font partie des premiers migrants qui sont partis en Amérique du Nord au XVIIe siècle pour peupler la vallée du Saint-Laurent, l'actuel Québec. Donc il y avait un intérêt aussi pour eux de développer ces recherches. Et j'avais déjà travaillé avec cette association pour un autre projet sur le patrimoine oral des îles anglo-normandes. Et on avait fait déjà un livre sur le même modèle, c'est-à-dire un livre à l'intention du grand public, où on présente de manière synthétique une recherche universitaire quand même de haut calibre, avec des recherches vraiment nouvelles, et en même temps une mise à disponibilité à la fois des sources du patrimoine oral, c'est-à-dire qu'il y a des CD puis des QR codes aussi qui permettent d'écouter ces sources, et aussi à l'intention des gens qui sont des musiciens ou des chanteurs, les textes et les partitions musicales. Donc c'était un peu ça, ce pari d'associer recherche universitaire et accessibilité pour le grand public. Là où il faut rajouter un troisième acteur pour ce livre sur les chansons du cousinage, c'est que par le biais des réseaux que j'avais pu développer à droite à gauche, j'ai été contactée par un chercheur canadien, Yves Frenette, qui lançait au Canada un très gros programme de recherche qui s'achève bientôt, mais qui aura duré 7 ans, sur 3 siècles de migration francophone en Amérique du Nord. Et donc, il m'avait rencontré dans un colloque. Il est revenu vers moi en disant voilà, j'aimerais avoir une dimension culturelle. Il y avait beaucoup de démographes, d'historiens, de géographes. Donc, il m'a demandé, il m'a donné en fait carte blanche pour faire des propositions, à la fois avec cette histoire de migration culturelle et de lien entre université et association. Et donc, comme j'avais déjà travaillé sur les îles anglo-normandes avec l'association Lalour, j'ai proposé à ce programme canadien de travailler sur les chansons de cousinage, ce qui a été accepté. Donc, ce qui nous a permis d'avoir un financement, parce que ça aussi, pour faire des ouvrages, pour faire des recherches, ça demande un petit peu d'argent. Ça nous a permis de financer et de publier cet ouvrage. Dans cet ouvrage, on part à la recherche des chansons qui ont circulé dans les mémoires
entre la Normandie, mais en fait on aurait pu faire le même travail en Bretagne ou dans d'autres régions de France, et l'Amérique du Nord francophone. Alors je ne dis pas seulement le Québec, mais l'ensemble des francophones d'Amérique. On va en Nouvelle-Angleterre, en Louisiane, dans les Grands Lacs, dans l'Ouest canadien, en Acadie, dans l'Est du Canada. Donc c'est vraiment une vision continentale, et c'est assez fascinant de voir que finalement la transmission essentiellement orale permet une conservation très forte dans les mémoires de chansons qui sont à la fois quasiment les mêmes, qui ont circulé sur des siècles et des siècles, et en même temps qui développent des particularités liées au territoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette diversité qui est intéressante. Et à travers les chansons, finalement, on comprend l'immigration des gens, et donc c'est l'histoire des personnes derrière qui nous intéresse à travers l'entrée par les chansons. Très bien, merci beaucoup. On a hâte de voir ce livre et de pouvoir peut-être le feuilleter. Nous en avons déjà parlé au début, mais vous avez participé à des ouvrages et vous avez publié 7 ouvrages, donc en tout. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus du processus d'édition ? Comment ça se passe d'éditer un livre ? Éditer un livre, c'est quelque chose auquel on n'est pas du tout préparé quand on fait de la recherche, c'est-à-dire que nous, on écrit des livres et ensuite on va chercher des éditeurs. Quand on fait une thèse de doctorat, par exemple, souvent ce sont des ouvrages très longs, un peu techniques, avec beaucoup de notes de bas de page, très érudites, et donc les éditeurs n'aiment pas trop, puisqu'ils veulent des ouvrages qui soient accessibles au public. Donc souvent, il y a un travail important de réécriture des ouvrages pour simplifier non pas la qualité de l'ouvrage, mais l'accessibilité. Et donc, on transforme le manuscrit en livre. Donc c'est souvent un processus qui prend 6 mois, 1 an de transformer une recherche scientifique en ouvrage. Et puis ce qui prend aussi du temps, c'est de trouver des éditeurs qui acceptent de publier ces ouvrages. Donc là, il y a beaucoup d'éditeurs en France, mais un certain nombre de contraintes, et des éditeurs universitaires, finalement, ce n'est pas si facile. Donc il faut repérer un petit peu le public que l'on vise. Puis il y a aussi une question financière, c'est-à-dire que des éditeurs universitaires, par exemple, demandent une aide au financement. Donc, éditer un livre, c'est aussi chercher de l'argent, chercher un soutien financier. Donc, pour ma thèse, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était une recherche qui a été considérée comme assez innovante, et j'ai eu des propositions d'éditeurs. En fait, j'ai eu 5 propositions d'éditeurs qui sont venus me voir, ou qui m'ont parlé de leur intérêt pour mon travail, ce qui m'a permis un peu, entre guillemets, de faire jouer la concurrence, et donc d'obtenir de très bonnes conditions d'édition qui ne m'ont rien coûté. Pour d'autres ouvrages, donc j'ai publié en français, j'ai publié en anglais aussi, j'ai publié des choses intéressantes à un public francophone en France et au Canada. Donc là aussi, il y a des réflexions à avoir, et donc là je suis en ce moment en train de réfléchir à l'édition de mon habilitation à diriger des recherches, qui est l'espèce de deuxième thèse de doctorat que font au cours de leur carrière les historiens, donc que j'ai soutenu en 2024 sur les circulations orales dans l'espace atlantique francophone depuis le XVIIe siècle. Et là, je souhaite mettre en place une coédition, donc mettre ensemble deux éditeurs pour avoir une diffusion à la fois en France et au Canada francophone. Mais vous voyez, ça fait 1 an que je suis en train de travailler à contacter les éditeurs, faire des propositions, etc. pour trouver un accord. Donc c'est un processus complexe et long. Donc si j'ai bien compris, vous n'avez pas eu besoin de choisir donc votre maison d'édition, on est venu à vous. Alors en fait, pour ma thèse, donc j'ai eu plusieurs propositions, et donc j'ai décidé de travailler avec les presses universitaires de Rennes. Et pour chaque ouvrage, la question se pose. C'est pas parce qu'on a publié un ouvrage chez un éditeur qu'on va publier les autres chez le même éditeur. Donc moi j'ai publié plusieurs livres aux presses universitaires de Rennes, d'une part parce que c'était des livres qui concernaient la Bretagne, donc c'était assez cohérent, des livres universitaires. Et puis aussi, un des enjeux quand on publie un ouvrage, c'est la question de la collection. Le deuxième ouvrage que j'ai publié, le Barzaz-Broléon, une enquête ethnographique, en fait, c'est mon mémoire de master d'ethnologie qui a été publié. Et là, il entrait dans une collection liée au patrimoine oral en Bretagne, donc c'était cohérent dans une logique de diffusion, de faire entrer ce livre dans cette collection. Donc là aussi, la question c'est assez peu posée. Mais sinon, pour les autres ouvrages, à chaque fois, on remet sur la table la réflexion et on repart à la recherche d'un éditeur.
Comment se passe le dialogue avec les éditeurs ? Est-ce que vous donnez des contraintes ? Est-ce que eux vous donnent aussi des pistes de présentation, d'illustration, de choix de papier, etc. Comment ça se passe, les contraintes au niveau du contenu en général ? En fait, c'est un dialogue constant, puisque chaque livre est différent. Et du côté des éditeurs, oui, alors on reçoit des consignes assez strictes alors sur la présentation, parce que chaque éditeur, la manière de présenter les notes, par exemple, n'est pas forcément la même. Donc là, il faut se conforter aux demandes de l'éditeur. On a souvent des contraintes en nombre de signes. Alors, nombre de signes, ça va se transformer en nombre de pages, c'est-à-dire le nombre de caractères, le nombre de mots. Donc là, effectivement, ça, c'est une contrainte lourde, ce qui nous oblige souvent à réduire notre propos. Et puis, au cas par cas, certains auteurs vont avoir, par exemple, beaucoup d'illustrations. Donc, c'est un coût s'il y a des illustrations en couleur. Donc, ça aussi, c'est une négociation. Et dans mon cas de figure, c'est moins la question des illustrations physique que du son. Moi, mes travaux portent beaucoup sur des sources sonores. Donc, j'ai toujours, quasiment pour tous mes livres, associé du son. Et donc ça, c'est une contrainte. D'autant plus que les technologies évoluent. Donc, dans ma thèse, il y avait un CD-ROM. Qui permettait d'écouter le son et d'avoir accès à des annexes sur CD-ROM. C'est aujourd'hui le CD-ROM, une technologie un petit peu périmée. Pour l'ouvrage sur les chansons du cousinage, on a conservé les CD et ajouté en même temps des queer codes, parce qu'on se rend compte que les pratiques selon les générations ne sont pas les mêmes en termes de son. Et pour mon prochain ouvrage, ça sera sans doute des annexes sonores qui seront mises en ligne sur Internet et accessibles en parallèle du livre sur Internet. Donc pour moi, c'est ça la contrainte forte. Et c'est vrai que dans le choix de mon éditeur, j'ai écarté les éditeurs qui me disaient que c'était pas possible d'avoir du son. Donc ça a été rédhibitoire pour moi. Et donc, par exemple, les presses universitaires de Rennes sont tout à fait ouvertes à ces réflexions-là et ont développé toute une réflexion sur les livres numériques aussi, puisque là, il y a quand même une transition très, très forte dans la publication de la recherche. Et maintenant, beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'articles sont accessibles en ligne. Et donc, c'est important, si on veut diffuser sa recherche, d'avoir cette réflexion pour avoir, certes, encore des livres papier, mais aussi des contenus disponibles en ligne. Donc finalement, les contraintes, elles sont dans les deux sens, et c'est vraiment un dialogue. Et puis, il y a des questions financières aussi qui rentrent en jeu, c'est-à-dire un beau livre avec une couverture cartonnée avec beaucoup d'illustrations, ça coûte beaucoup plus d'argent. Donc si on obtient des subventions, si on a de l'aide, par exemple, pour les chansons du cousinage, donc on était aidé par ce programme canadien de recherche qui nous a donc donné une somme qui nous a permis d'avoir une très belle édition. Donc tout se discute finalement au cas par cas. Merci, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose dont on ne connaît pas forcément les dessous de comment on fabrique un livre. Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous avez vu un de vos ouvrages en rayon d'une bibliothèque ? C'est difficile à dire. En fait, ma manière de travailler est encore... Et pas plus tard qu'hier soir, on lançait un très gros projet numérique en ligne et j'ai eu cette même sensation que celle que j'ai quand le livre est paru. C'est finalement, ça paraissait compliqué, mais c'était pas si compliqué que ça. Alors maintenant, passons à autre chose. Et donc, c'est un petit peu cette impression, c'est-à-dire c'est quand même un travail très long de publier un livre. Donc, il y a le contenu lui-même, mais entre le moment où le contenu est achevé et le moment où le livre est paré, il se passe minimum 1 an, parfois 2 ans. Et donc, finalement, dans la foule des projets, le temps que le livre soit paru, on est passé déjà à autre chose. Moi, souvent, les livres, une fois qu'ils sont écrits, j'ai un peu du mal à les ouvrir, parce que je trouve ça difficile de me replonger aussi dans les imperfections qu'on voit toujours dans les livres. Voilà, on voit... moi, personnellement, je vois moins les côtés positifs que les côtés négatifs au départ. Et puis finalement, quand je le réouvre 5 ans après, je me dis, finalement, c'était pas mal quand même. Voilà. Et donc, évidemment, j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à les voir. Et puis à voir aussi que les livres se sont bien vendus. Ma thèse a été... épuisé, plusieurs livres sont épuisés, donc c'est signe que ça a rencontré son public aussi. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est recevoir des messages de personnes qui ont lu mon livre et qui me disent à la note 214, page 520, vous mentionnez telle chose, mais j'ai l'impression que peut-être il faudrait rajouter ça ou qu'il y a une erreur là-dessus. Alors à chaque fois, je vérifie. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment trouvé d'erreur, souvent. Mais j'aime bien avoir ce dialogue aussi avec les lecteurs. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est présenter mes recherches auprès du grand public.
Alors on le fait dans des colloques, mais j'aime beaucoup par exemple dans des associations locales, et là il y a tout un public en Bretagne intéressé par le patrimoine oral, faire des conférences, et là on a des retours extrêmement riches, donc c'est aussi une manière de diffuser les livres, c'est-à-dire de faire connaître à travers des conférences parfois itinérantes dans différents lieux. Donc j'essaye toujours d'accepter, surtout si ce sont de petites associations qui me demandent, et c'est souvent dans les petites associations qu'on a le public le plus nombreux et le plus intéressé. On l'a un petit peu compris au cours de l'interview, vous vous intéressez aussi à la musique bretonne. Est-ce que vous pourriez nous parler plus largement de votre rapport à la culture bretonne ? Alors, mon rapport à la culture bretonne, c'est quand même une très vaste question. Je pourrais dire peut-être que, comme à peu près tout le monde, les sujets de recherche que l'on fait sont souvent liés à son histoire personnelle quand même. Moi, je suis née en région parisienne d'une famille, alors du côté de mon père en tout cas, d'une famille bretonne qui était partie à Paris, travailler dans les usines de la région parisienne. J'ai toujours grandi avec cette culture bretonne autour de moi dans la famille. Alors du côté de ma mère, ils étaient auvergnats et savoyards, donc il n'y avait pas du tout d'intérêt pour, en tout cas, pour cette culture-là qui n'était pas du tout mise en valeur, mais du côté de mon père, c'était quelque chose d'important, et donc j'ai toujours baigné dans cet intérêt pour la culture bretonne, et donc la culture bretonne, très vite pour moi, ça s'est concrétisé en faisant de la musique bretonne et en apprenant la langue bretonne. C'était les deux manières pour moi de m'intéresser à cette culture, et il faut dire que quand on est dans la région parisienne, donc moi c'est dans les années 80-90, on parlait beaucoup de la culture bretonne, plutôt de la Basse-Bretagne. Alors que ma famille vient de Haute-Bretagne, et c'est quand je suis arrivée à Rennes que j'ai découvert ce que c'était le gallo, la très riche culture francophone et galaise de la Bretagne, les collègues très très riches, mais c'est quelque chose dont je n'avais pas vraiment conscience avant d'arriver là. Et donc finalement, il y a ce côté dual de la culture et de la musique bretonne aussi. Alors il y a des liens bien sûr entre tout ça, mais il y a quand même deux univers linguistiques très différents. J'ai essayé de m'intéresser aux deux. D'abord à la Basse-Bretagne pour mon doctorat, et ensuite maintenant beaucoup plus, je m'intéresse beaucoup plus au côté haut-breton qui a été aussi moins valorisé dans l'identité bretonne. Donc moi, la culture bretonne, finalement, c'est une évidence. Et en même temps, j'ai eu la chance de voir cette culture bretonne de l'extérieur. D'abord parce que je ne suis pas née en Bretagne. Ensuite, j'y ai vécu. Après, je suis partie en Amérique du Nord. Je suis partie en Angleterre. Je suis partie en Normandie. Et je pense que ça a été une très grande richesse d'avoir ce regard un petit peu distancié par rapport à la Bretagne, qui me permet aujourd'hui, revenant en Bretagne, d'avoir finalement plusieurs échelles d'analyse et plusieurs regards, parce que cette culture bretonne, elle n'a jamais été pour moi, et elle est encore moins aujourd'hui exclusive. C'est une strate culturelle parmi d'autres, une forme d'identité parmi d'autres. Je me sens bretonne, française, européenne, citoyenne du monde, et tout ça peut cohabiter de manière tout à fait harmonieuse. Voilà, donc moi c'est ce que je cherche à défendre, une culture bretonne qui soit vraiment ouverte et accueillante pour la diversité culturelle du monde. Et donc pour terminer l'interview, est-ce que vous pourriez nous parler des projets à venir que vous avez ? J'ai beaucoup d'idées de projets, donc je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais j'ai toujours travaillé sur plein de projets en même temps en fait. Parce que aussi j'ai une approche très pluridisciplinaire par ma formation et par mes intérêts. Donc j'ai toujours travaillé avec des réseaux de gens qui sont à la fois des historiens, mais aussi des ethnologues, des musicologues, des linguistes, etc. Et donc les projets que je développe, ils sont aussi dans ces directions multiples, où en fait on trouve une porosité, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été à l'étroit en restant uniquement avec des historiens. Je suis très contente de travailler avec des historiens, mais je trouve que c'est beaucoup plus riche d'aller travailler avec d'autres disciplines aussi. Et donc là, d'une part, je suis en train donc de publier mon habilitation donc sur les circulations chansonnières dans l'espace atlantique francophone. Ça, c'est un sujet qui m'a occupé pendant pas mal d'années, qui rejoint des sujets de recherche et des projets de recherche avec des chercheurs nord-américains. Donc je travaille beaucoup avec des chercheurs canadiens, et donc là on est en train de penser à l'après finalement, en mettant en place un projet un petit peu ambitieux sur les relations entre la Bretagne et l'Amérique du Nord depuis 5 siècles. On approche tranquillement de 2034 les 500 ans du premier voyage de Jacques Cartier.
Alors c'est une date totalement symbolique, mais disons que c'est un prétexte peut-être pour penser à un projet qui pourrait prendre différentes directions, des livres, peut-être une exposition aussi, et des travaux de recherche d'une équipe collective de recherche autour de ces relations entre Bretagne et Amérique du Nord. Ça c'est un premier domaine. Par ailleurs, je m'intéresse beaucoup, donc toujours dans le domaine du patrimoine oral, non pas tant à la matière elle-même que j'ai beaucoup travaillé, mais aux collecteurs de ce patrimoine, aux personnes qui sont allées recueillir cette matière. Et donc là, je lance un projet collectif aussi sur les enquêtes auprès des collecteurs, c'est-à-dire ces personnes, au 19e siècle, évidemment, ils sont tous morts, mais les collecteurs qui ont travaillé au 20e siècle, et notamment, il y a eu une dynamique très forte dans les années 1960-70 jusqu'à la fin du 20e siècle. Ceux-là sont toujours vivants, sont âgés, et il serait vraiment temps d'aller recueillir leurs paroles, d'aller les filmer, d'aller analyser aussi toute leur dynamique de recherche. Donc là, je prépare un projet collectif, il est déjà avancé, à l'échelle nationale, France métropolitaine, Outre-mer et Amérique du Nord francophone. Et puis par ailleurs, un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est de continuer la réflexion méthodologique sur l'usage des sources orales pour l'histoire moderne, puisque très souvent, on associe l'histoire orale à l'époque très contemporaine, le XXe siècle, puisqu'on a des témoins, etc. Mais notamment à travers le patrimoine oral, les traditions orales, on peut remonter plus loin dans le temps grâce à ces savoirs un petit peu codifiés par la chanson, le conte, les légendes et qui se sont transmis de génération en génération. Donc ça permet à des gens qui n'ont pas connu des événements d'en être les rapporteurs. Pour ma thèse de doctorat, j'avais travaillé par exemple sur des chansons qui rapportent des événements du XVIe siècle et dont on a les traces grâce à des chansons qui nous sont chantées au XIXe ou au XXe siècle. Et donc là, je pense qu'il y a encore un gros travail aussi de reconnaissance de ces sources comme sources pour l'histoire dans le domaine historique. Donc là, je m'intéresse par exemple à la mémoire de la Révolution française dans les mémoires orales. Là, il y a plein de choses à faire. Il y a aussi des enquêtes de terrain. Il y a encore des gens qui se souviennent que leurs parents leur disaient qu'il s'était passé telle chose. Il y a des lieux, il y a des paysages. Il y a ce qu'on appelle par exemple les tombes de mémoire, des endroits où il y a des traces physiques soit de chouans, soit de républicains qui ont pu être tués pendant les guerres et puis ça a entraîné un culte local, etc. Il y a plein de choses qui restent, qui sont encore présentes autour de nous. Donc voilà, ça m'intéresse aussi. Et puis sur des périodes plus anciennes, disons 17e, 18e jusqu'au tout début du 19e siècle. Voilà, ça c'est mes principaux projets à venir. Eh bien, merci beaucoup Eva Guyorel de nous avoir éclairé sur vos recherches passionnantes et d'avoir pu nous expliquer comment se passe le processus d'édition. Merci beaucoup et bon courage pour la suite de vos podcasts. Au Québec, on dirait les balados. L'épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête du patrimoine.